Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Les Italiens disent l'occhio del padrone fa ingrassa il cavallo. L'œil du patron fait grossir le cheval. Le seul fait pour l'ouvrier de voir que le patron vient le voir, c'est que les cadences augmentent. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de Valeurs agitées avec Jean-François Zobrist. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sans doute l'un des concepts qu'il a développé de manière pragmatique, l'entreprise libérée. Jean-François a été pendant de nombreuses années dirigeant de l'entreprise Favi, une entreprise familiale qui a su trouver sa place dans la sous-traitance automobile. Jean-François est l'auteur d'une méthodologie remarquable sur le management et la qualité avec une organisation d'entreprise totalement libérée, centrée sur le client et le bien-être de ses salariés. Il est également auteur conférencier, notamment intervenant à HEC sur la thématique du management alternatif et auteur de la belle histoire de Favi, mais aussi de l'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux. Ça n'est pas moins de 7 épisodes que nous avons pu enregistrer avec Jean-François. Nous allons parler avec Jean-François Zobrist du management par la confiance et de l'innovation. Et nous allons démarrer ce premier épisode pour justement identifier avec lui quelles sont les qualités pour être un bon leader dans une entreprise libérée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jean-François, je suis ravie et c'est un grand honneur pour moi de te recevoir sur ce podcast Valeurs agitées. On peut dire que tu es le pionnier de l'entreprise libérée, puisqu'en 1983, alors que tu n'avais jamais appris à manager, tu t'es vu confier la direction de Favi, une fonderie picarde de 80 salariés à l'époque et les résultats économiques étaient pas toujours au rendez-vous. Et en 2009, lorsque tu as quitté la société, elle comptait 650 salariés. Elle est devenue une référence dans les secteurs de pointe et experte en qualité notamment. Et finalement, tu as inventé un nouveau système managérial appelé l'entreprise libérée. Donc ça, c'est le chercheur, professeur également Isaac Getz qui l'a nommé comme ça. Mais en réalité, tu as été un pionnier de ce nouveau style managérial puisque finalement, tu t'es concentré sur un mode totalement différent et très instinctif, j'allais dire, pour manager tes salariés, qui est en fait de privilégier le bonheur au travail de tes salariés pour réussir à améliorer les résultats de l'entreprise. Et aujourd'hui, tu es auteur conférencier en retraite et je suis très fière de pouvoir t'accueillir. Ma première question, pourquoi tu t'es dénommé le petit patron naïf et paresseux ? Alors naïf, moi je crois en mes croyances. Je crois que l'homme est bon, parce que l'homme est le seul mammifère placentaire qui prend soin des vieux, des malades et des blessés. Ce qui fait l'humanité, c'est la bonté. Et j'ai eu l'occasion de faire une conférence à Moscou à des professeurs d'université, parce qu'en Russie, c'est des professeurs qui me demandent de témoigner pour savoir comment ils font faire évoluer l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, qui seront la force de demain. Et un professeur, à la pause, me dit « Vous avez raison de dire que l'homme est bon. » Parce qu'on a retrouvé un fémur qui avait 200 000 ans, on est sûr des 200 000 ans. Et ce fémur avait 2 fractures horribles, parfaitement consolidées, qui prouvent qu'il y a une entité qui a chauffé, qui a protégé du froid, qui a protégé des animaux, qui a nourri un des leurs. Et ça, aucun animal ne le fait. Donc l'homme est bon, donc je contrôle rien. Je parle du contrôle des individus. Bien entendu qu'on contrôle les pièces, on contrôle, etc. Mais tout papier de contrôle est absolument supprimé. Par exemple, en France, il y a une mode qui sont les entretiens d'évaluation. Moi, je pars du principe que jamais un homme n'a évalué un autre. Je me suis renseigné et j'ai appris qu'au beau temps du compagnonnage, le maître compagnon
n'évaluait pas ses élèves. Il évaluait l'œuvre du compagnon. Et à travers l'œuvre, il aidait le compagnon à s'évaluer. Donc moi, j'ai fait des faux documents. L'État nous oblige à faire l'État français, le seul pays soviétique au monde. Vous savez qu'il y a déjà 45 ans, Hervé Seriec, ça veut dire la France, est le seul pays soviétique qui a réussi. On a quand même 2 fois plus de fonctionnaires par habitant que les Allemands, et ça se retrouve dans nos structures, ce truc-là. Donc, moi, je pars du principe que l'homme est bon, donc systématiquement, tout ce qui concerne le contrôle des hommes est supprimé. Et je pars du principe aussi que, quoi qu'on fasse, ça doit servir l'amour de quelqu'un, notamment l'amour du client. Et le fondeur a comme client l'ouvrier de l'usinage. Donc, il doit tous les jours se dire qu'est-ce que je peux faire pour chercher le bonheur du gars de l'usinage. Et toute l'usine doit chercher l'amour du client. Donc, pareil, tout papier qui n'a pas un client derrière, interne ou externe, est détruit immédiatement. C'est un papier, je ne sais pas trop quoi, moi, des statistiques quelconques, etc. Donc voilà, je suis naïf, je crois en mes croyances. Finalement, ce que j'entends, c'est à la fois naïf au sens idéaliste et pétri de convictions profondes sur la valeur de l'homme, de l'être humain. Mais j'entends aussi, tu as confronté à la réalité tes convictions et ce que j'entends, c'est que ce que tu as observé t'a conforté dans cette conviction de l'homme est bon. Non, la nature m'a fait naïf. Je suis naïf. Je me suis construit 2 avions. Un Dantin avec des plans de 1933 avec du bois de Castorama. Quand j'ai construit mes avions, je suis arrivé sur le terrain, j'ai monté les morceaux, j'ai décollé. C'est fait pour voler, je vole, c'est pas du courage. Mes copains qui construisent les avions, ils passent des heures à rouler au sol, puis après ils volent à 5 cm. J'ai 2 copains, j'ai fait 10 heures de vol avec leurs avions avant qu'ils volent avec. C'est pas du courage, c'est de la naïveté. C'est fait pour voler, ça vole. Je m'embête pas, je suis quelqu'un de simple. Et paresseux alors? Paresseux, la nature m'a fait ainsi fait que quand il se passe quelque chose, mais par instinct, j'ai tendance à chercher autour de moi s'il n'y a pas quelqu'un qui serait plus compétent pour le faire. Donc j'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai l'art de faire en sorte que ça se fasse tout seul. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu des idées, que j'ai réuni les gens que je pensais compétents, en leur disant, tiens, c'est joli ça, je montrais une étoile. Je prônais sans organiser. Et il y a toujours quelqu'un, peut-être pas le même jour, mais une semaine après, il me dit, tiens, c'est pas mal ton truc là, j'aurais bien m'en occuper. Et ça a été une force parce que j'ai peu de qualité, moi, mais j'ai toujours été entouré de gens de qualité. C'est le hasard qui a fait ça. Donc voilà, donc je respecte ce que je suis naïf et paresseux. Alors, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est que tu es un bon recruteur? Non, je crois beaucoup au l'inné. Je crois pas à l'acquis. Je crois au l'inné. La nature m'a fait. Je crois pas en Dieu. Je suis même pas athée, c'est trop compliqué pour moi. Bon, je pense qu'entre mon chien et moi, là, il y a une seule différence, c'est que j'ai 2 doigts opposables. Je suis le seul animal qui a 2 doigts opposables avec le singe. Et à force de taper sur 2 cailloux pendant quelques millions d'années, ça a développé des trucs. Mais ça n'engage que moi. Donc, non, c'est la nature m'a fait comme ça, de façon innée. Alors, j'ai remarqué aussi que toutes les entreprises dites libérées, on y reviendra, il y a ce que Isaac a appelé un leader libérateur. Et ce leader libérateur est toujours quelqu'un qui n'a pas d'ego. C'est important de ne pas avoir d'ego, parce que c'est une forme de naïveté absolue de ne pas avoir d'ego, qui fait toute sa carrière dans l'entreprise et qui est toujours un certain naïf. Je crois qu'on respecte ses faiblesses quand on est naïf. Et donc, les grandes qualités pour être un leader d'entreprise libérée? Alors, si vous voulez, nous en 83, on y reviendra, on fait un peu n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce que déjà, une chose essentielle, on était libre. Rares sont les patrons qui sont libres. J'ai eu la chance de travailler pendant 47 ans pour un génie, puis pour sa descendance, Max Rousseau, qui, partant de rien après-guerre, a fait le groupe PUM, qui a fini à 12 000 salariés et 30 sociétés. Et cet homme-là jugeait les hommes et pas leurs idées. Et moi, il m'a jugé, j'avais 21 ans, lui 51 ans, et après, c'était la confiance totale absolue. Parfois, quand on faisait des choses, il me disait, mais enfin, c'est une connerie ton truc, là, parce que. Maintenant, t'es sur le terrain, si tu y crois, fais-le. Donc, on était libre. Je crois que c'est la première truc qu'il faut. Dans l'entreprise libérée, soit le patron, comme Alexandre Girard, est propriétaire de sa boîte, soit il a la chance d'être libre. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'on a remarqué qu'il n'a pas d'ego. Moi, mon patron voulait qu'on ses directeurs aient de grosses voitures. J'avais une Audi S8. Tout le monde s'en servait. Elle était sur le parking, les ouvriers la prenaient. J'ai pas de place de parking réservée, pas de secrétaire. La nature m'a fait sans ego. Mais c'est presque de l'ego que de dire ça. Mais comme j'ai beaucoup œuvré dans le domaine de la qualité, à un moment donné, on m'a proposé le mérite national. Mais instinctivement, instantanément, j'ai dit au préfet de région, écoutez, monsieur le préfet, je suis sensible, bien sûr, mais j'ai un gars qui a commencé en 1947 comme balayeur d'atelier à 14 ans, qui est cadre. On serait tellement fiers et heureux que ce soit le mérite national. D'accord? C'est-à-dire que
on a remarqué ça dans tout ça, il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire que, n'ayant pas d'ego, on est quand même plus à l'écoute des autres. C'est-à-dire que la réunion 4 du lundi matin, très vite, j'ai analysé ça. C'est quoi ça? C'est que toute la semaine, un patron a des signes d'allégeance. Bonjour, monsieur le directeur, il a sa place de parking réservée. Il a sa secrétaire, il a des signes d'allégeance. Ça passe les week-ends. Il a des doutes. Donc, dès le lundi matin, galop, repos, galop, qui c'est le chef ici? C'est vous, monsieur le directeur. Et il est content pour la semaine. Ce n'est que ça, hein. Donc, il y a ce truc-là. Alors, il y a aussi un autre phénomène, qui est typiquement français. Moi, je suis métallurgiste. Mes cadres, les cadres que je connaissais bien, parce qu'on avait acheté l'entreprise une 20 ans avant, et j'allais faire mon métier de métallurgiste, aucun d'entre nous n'a fait des études de management ou de gestion. Que de la formation technique. En France, on a tendance à considérer que quelqu'un qui est fort en maths peut tout faire. Quelqu'un qui est fort en maths et qui est premier de sa classe a forcément un ego développé. Dans d'autres pays comme les États-Unis, le gars qui a été animateur du théâtre pendant 4 ans à l'université, il a plus de valeur que pour le fort en maths. Ma petite fille, je vais la faire courte, moi j'ai une petite fille brillante qui a des études au Japon et puis en Hollande, dans ce qui se fait de mieux dans sa catégorie. Elle a été reconnue par la directrice de l'école, en lui remettant son diplôme, en disant « Anouk, c'est la première fois en 35 ans d'existence de cette école que toute la promotion, pendant 3 ans, appelle quelqu'un Mama. » Je ne sais pas combien de sociétés américaines a appris ça. Ils l'ont embauché à un prix, je ne dis pas le prix, parce qu'on l'a appelé Mama. Et ils lui ont confié que le commercial sur toute l'Angleterre, dans un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a appris. Rien à voir. Uniquement parce qu'on l'a appelé Mama. C'est-à-dire qu'elle avait une qualité personnelle de grouper les gens et les faire travailler ensemble. Et c'est ça le propre aussi de l'entreprise libérée, c'est que c'est pas des patrons qui ont pris le management. On n'a pas fait les grandes études. Moi, j'avais un BTS à l'origine, puis après, j'ai fait 10 ans de CNAM en métallurgie. D'accord? Donc, je suis ingénieur CNAM, mais en métallurgie. Je crois que c'est une des bases. On n'a pas appris les bêtises. Il faut que vous sachiez, pour faire très bref, la notion de management a été inventée en 1910, quand Ford, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pouvait prévoir quelque chose. Ford pouvait dire, je vais faire 100 000 voitures par an. Du temps de l'agriculture, et même aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, les GPS, etc., sur les tracteurs, aucun paysan peut dire, je vais faire tant de quintaux à l'hectare. Mais il y avait un problème, monsieur Ford. Ces ouvriers sortaient des champs. Or, un paysan, ça laboure en automne, ça sème en hiver, ça récolte en été. Ça n'a pas une vue globale d'un projet. Et c'est là que monsieur Fayol et Maillot, Fayol, un ingénieur français, Maillot, un psychologue australien qui avait tous ses carrières en Angleterre, disent, on fixe un objectif à l'entreprise, on divise l'objectif en objectifs individuels, et par des procédures et des gammes, on impose à chacun ce qu'il doit faire. Et on contrôle l'écart qu'il y a entre ce qu'ils ont fait et ce qu'il fallait faire, on sanctionne. Et M. Taylor, à juste raison, disait, il faut morceler le travail en tâches élémentaires qu'un gorille intelligent puisse faire. Ça marchait parfaitement, ce truc-là. Mais les choses ont évolué. Alors, il y a d'abord l'évolution japonaise qui est extraordinaire, quoi. Quand j'ai découvert que le Japon, un petit pays qui a la surface de la moitié du Texas, vous voyez les États-Unis, Texas, d'accord, qui a pris 600 000 tonnes de bombes sur la tête, dont 2 bombes atomiques, était 2e puissance mondiale. Alors, je me suis renseigné. J'ai découvert Kawakita, j'ai aucun problème dans une solution unique, parfaite. Moi, à l'école, on m'a cherché toujours à chercher la solution parfaite. La solution parfaite d'un problème, c'est la somme des solutions imparfaites mises en place. Mettre en place quelque chose d'imparfait par celui qui fait. Parce que celui qui fait, qui sait. Ono, qui a fait le système Toyota. Toyota, qui est sur une île ridicule, qui n'a pas de marché intérieur, qui est premier constructeur mondial, devant Ford et ces gens-là. Sa philosophie, c'est piloter l'usine avec les yeux. Pas avec les rapports, pas avec les reporting, pas avec les réunions, pas avec les tableaux de bord, avec les yeux. C'est-à-dire que le patron descendait dans l'usine. Regardez. Et là, il y a un effet miroir. Les Italiens disent « l'occhio del padrone fa ingrassare il cavallo ». L'œil du patron fait grossir le cheval. Le seul fait pour l'ouvrier de voir que le patron vient le voir, c'est que les cadences augmentent. 70. J'organise un voyage pour le syndicat des fondeurs et je découvre 3 choses fondamentales. Quality control. Nous, pays soviétiques, avons traduit ça par contrôle, par la qualité. Il s'avère que les Ricains foutent 2 bombes atomiques sur la tête des Japonais et ont qu'une peur, c'est qu'ils passent dans le communisme chinois. Donc ils envoient tout leur cerveau dans Deming. C'est Deming qui a amené au Japon le SPC, le Statistic Process Control. Et donc, les outils japonais sont traduits en américain et maîtrisés, parce que les outils japonais sont les outils de maîtrise, sont les outils pour l'ouvrier, pour qu'il maîtrise sa machine. C'est un problème entre l'ouvrier et sa machine. Nous, on a gardé le mot contrôle pour contrôler les gens, mais c'est pas ça du tout que j'ai découvert. C'est pas contrôle, c'est libérer les ouvriers, former les ouvriers. Moi, ayant appris ça, régulièrement, tous les 2 ans, j'envoyais 30 ouvriers au Japon pendant 15 jours.
Visiter des usines, voir les outils japonais, comment c'est de façon structurée. D'accord? Je découvre qu'il n'y a qu'un indicateur au Japon. Un seul. Le nombre de pièces bonnes par heure payées. On se fout du prix de l'heure, il est faux. On se fout du prix de la pièce parce qu'il est faux. Et si je suis passé de 100 à 200 pièces, j'ai progressé. Et sur toutes les machines, dans tous les services, il y a marqué 2019, 200 pièces à l'heure, 2020, etc. Il n'y a qu'un indicateur. Je vous découvre aussi qu'au Japon, on ne parle jamais de dépenser moins. On parle toujours de faire plus. Et ils m'ont expliqué, les Japonais. Le Japon, c'est une île, comme l'Irlande. Les îles, c'est fragile, comme l'Irlande. Il y a toujours eu des grandes famines. Donc au Japon, on a toujours cherché à faire plus de riz, jamais du riz moins cher. Et faire plus, ça s'adresse au cerveau reptilien. Et faire plus, c'est une force extraordinaire. Si l'ouvrier est convaincu, pour rester dans son village, il faut faire 20 pièces en plus. Chaque heure, il voit si les 20 pièces sont dans sa benne. S'il en fait 22, il va s'interroger. S'il en fait 15, il va s'interroger. Or que les coûts, quand on dit baisser les coûts de 5%, on a les coûts le mois d'après, et c'est faux. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Hein. Juste en jouant sur la répartition des frais fixes, on peut faire changer le taux d'une machine de 50% par rapport à une autre. C'est ce que j'ai découvert, ça. Un seul indicateur, toujours faire plus, et puis cette notion de c'est pas de contrôle, que tout repose sur l'ouvrier. Alors, tout ça, ça fait partie de mon background, vous voyez, ça explique aussi ce qu'on a fait à Favi. Parce que ça, c'était avant. Ça, c'était en 70 que j'ai au Japon. J'espère que ce premier épisode avec Jean-François Zobrist vous a plu autant que moi. Tout de suite, je vous propose d'écouter le deuxième épisode où nous allons parler du cas particulier de l'entreprise Favi, un cas réel d'entreprise libérée. Pour faire traverser la rivière du changement à sa troupe, il faut d'abord les faire rêver sur la beauté de l'autre rive. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Valeurs agitées avec Jean-François Zobrist. Jean-François a été pionnier et c'est cette histoire qu'il nous raconte sur ce deuxième épisode de Valeurs agitées. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est quoi la méthode Favi? Non, il n'y a pas de méthode. De 70 à 83, je vais faire mon boulot de métallurgiste là-bas et je sympathise avec des gars qui ont mon âge, tous de formation technique. 83, le patron de l'école, qui était un copain, décide de partir. Max Rousseau, mon patron, alors c'est toute une histoire, mais c'est lui ça. Hein. Et un jour, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis rien, je sais pas, rien de spécial. Viens me voir. Je vais le voir, il me file une pièce de $20 en or, en me disant je suis pas superstitieux, mais ça peut te porter bonheur. Il me dit suis-moi. Eh bien, je lui envoie, il me dit tu verras bien. Alors, il y avait un hélicoptère. Donc on monte dans l'hélico, et je vois qu'on va à Favi. Mais j'avais l'habitude, parce que souvent, sa secrétaire m'appelait en disant Monsieur Rousseau va à Favi si vous voulez profiter de l'hélicoptère. Donc voilà, on va à Favi. Et arrivé à Favi, il fait réunir l'usine, et d'habitude, lui, il arrivait vers 11h, et il allait dans l'usine discuter avec les ouvriers. Donc il était comme ça. Hein, puis après, il montait dans les bureaux. Et là, l'hélico se pose, et puis il reste sur place. Et le patron de l'usine arrive, il dit qu'est-ce que vous rentrez pas? Monsieur Rousseau dit non, réunis-moi l'usine. Et quand l'usine a été réunie, c'était très bref, il a remercié le directeur de l'époque en disant il a fait du bon travail, il s'est retourné vers moi en disant le nouveau directeur c'est lui. Et il monte dans l'hélicoptère, il me laisse là. C'est comme ça que je me retrouve à Favi, moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tous mes cadres, ça c'est au mois de mars, et le directeur partait en septembre. J'ai envoyé tous mes cadres, et copains, on se tutoyait, hein, on se connaissait depuis presque 20 ans, en formation, aux outils japonais, aussi en sociodynamique, Jean-Christian Fauvet, j'en parlerai, c'est la sociodynamique, pour qu'on ait déjà ce background commun. Et la première réunion en septembre, mais j'attendais, j'ai dit c'est la dernière réunion, je ne ferai plus jamais de réunion. Je vous interdis de faire des réunions. Vous ne ferez des réunions que lorsqu'il y a un problème. Et j'exige que cette réunion dure tant que la solution n'a pas été mise en place. Si vous décidez de bouger une machine, vous arrêtez les fabrications, vous mettez en place, d'accord? Et je leur ai dit, je ferai mon tour d'usine tous les jours. Et même à 700, c'était une drogue, je faisais mon tour d'usine tous les jours, d'accord? Et c'est parce que je sortais dans l'usine. Alors ça, encore une fois, je reviens à Shiba. Soji Shiba, jeune professeur à Kyoto, invente des matrices d'innovation qui n'ont rien à voir avec la recherche. Là-dessus, les Américains leur perdent et le mettent à Boston, au MIT, où il a enseigné l'innovation. Et en parallèle, il aidait les Américains à accélérer le développement des armes pendant la guerre froide. Et innover, pour lui, c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché. Par opposition à la recherche, quand je cherche, je trouve ce que je cherche. Et pour innover, il faut laisser les chances au hasard. Il faut sortir de son contexte. Et l'exemple qu'il prend, entre autres, c'est celui de Newton. Newton, grand mathématicien, il a été traité sur les nombres infiniment petits, sur l'optique, sur l'acoustique, etc. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Il voulait comprendre pourquoi le prisme diffracte de la lumière, il l'a trouvé. Et Newton sort, et il voit une pomme qui tombe.
Et là, il s'interroge, il dit, mais pourquoi la pomme tombe? La Terre tourne à 1500 km/h. Parce que depuis les Égyptiens, on connaît le diamètre de la Terre. Par 24 heures, ça fait 1500 km/h. Ils ont éjecté la pomme. Moi aussi. Et c'est là qu'il dit, il n'y a qu'une solution, c'est que deux masses s'attirent. La masse énorme de la Terre attire la masse de la pomme. Puis il comprend pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. La Lune doit tourner autour d'un cercle, l'exact milieu entre la force centrifuge et l'attraction de la Terre. Et il comprend pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. Et il invente une science nouvelle, il a innové, la théorie de la gravitation universelle, parce qu'il est sorti. Et donc c'est parce que je sortais, fort de l'enseignement de Shiba, c'est parce que je sortais que je vois une maman qui arrive en retard, puis parce que je me trouvais entre la pointeuse et le vestiaire des dames. Marie-Hélène, pourquoi vous êtes en retard? Ben, ma petite fille avait de la fièvre et puis j'attendais le médecin. Puis je vous mettez pas dans cet état-là. Qu'est-ce qu'elle a, votre petite fille? Ben, le médecin m'a dit, c'est rien, les enfants de 2 ans, ça arrive, un peu de Doliprane. Je dis, mais alors, me mettez pas dans cet état-là. Ben si, parce que c'est la deuxième fois. Ben, je dis, c'est la deuxième fois, votre petite fille a de la fièvre. Non, que je suis en retard. Je dis alors, et elle m'apprend que quand une maman est en retard, quel que soit le motif, on déduit le temps de retard sur son salaire, et la deuxième fois, on rajoute un quart d'heure. Je réunis, j'ai toujours fait tout collégialement. À l'époque, j'ai réuni toute l'usine. Shiba m'apprend que pour faire traverser la rivière du changement à sa troupe, il faut d'abord les faire rêver sur la beauté de l'autre rive. Quand tout le monde rêve de traverser, il faut laisser des chances au hasard. Faut surtout pas faire un pont, parce que le pont va arriver là où vous avez décidé d'arriver. Or, le changement, on l'initie, on l'accompagne, et c'est le changement qui vous dit qu'il faut arriver. Et alors, je vais nourrir ça, d'ailleurs, auprès du professeur Shiba, qui utilisait après dans ses conférences. Donc, vous savez, professeur, que nous, les Français, on a fait la Révolution française, parce qu'il y a eu 3 années de sécheresse. Il n'y avait plus de blé. Les gens avaient faim. Ils voulaient du pain. Ils appelaient le roi le boulanger, Marie-Antoinette la boulangère, et le dauphin le petit mitron. Et en fait, on leur a pas donné du pain. La Révolution a permis d'éradiquer le pouvoir de la noblesse, ce qui a rendu beaucoup plus de service aux paysans qui leur avaient donné du pain. Et donc, laissez les champs là, et vous verrez une pierre qui sera la première pierre de votre gué. Et il n'y a que quand vous serez sur la première que vous verrez la deuxième pierre. Et de pierre en pierre, nous on a eu 4 pierres définitives. Vous arriverez là où vous devez arriver. Et donc ma première pierre, ça a été ça. J'en ai toute l'usine. En disant, vous n'êtes pas payé pour un horaire, j'en ai rien à foutre. À l'époque, il y avait qu'un téléx. J'ai fait descendre le téléx au milieu des machines en disant aux ouvriers, tous les matins, vous regarderez les commandes. En faisant les commandes, s'il n'y a pas de boulot, rentrez chez vous. S'il y a des commandes, restez. Faites 45 heures en moyenne. Le but, c'est que le client aime vos produits. Si le client aime vos produits, on pourra rester dans le village. C'est ça le but pour nos enfants. Le but, c'est rester dans le village pour ça. Pour ça, il faut que le client nous aime. Et là, on a décliné. On peut pas aimer qu'il augmente ses prix de vente. Et moi, je leur dis, écoutez, on est en une seule équipe. On pourrait passer en 3 équipes pour baisser les prix de vente. Et idée géniale des ouvriers. Moi, là, tout ce que j'ai eu comme progrès, ça venait des ouvriers. C'est un ouvrier qui dit, monsieur Zobrist, nos mains sont toujours plus chères qu'en Turquie. Pourquoi on met pas notre cerveau en équipe? Et on était la première entreprise en France à mettre le bureau d'études en 3/8. Et ça a été génial parce qu'au fur et à mesure que je prenais des contrôleurs, des régleurs, des gens qui avaient une connaissance du métier énorme, je leur proposais le bureau d'études. Et c'est ce qui était valorisant. Et c'est comme ça que venant ici fond de lavabo, quand on a démarré dans l'automobile, quand il fait un appel d'offres, il laissait 3 mois pour répondre. Nous, non seulement on répondait au bout d'1 mois, mais par jeu, j'avais dit, soyez toujours en dessous du prix objectif. On était en dessous du prix objectif, mais on a pris 75% du marché, mais en 5 ans, parce qu'on avait un bureau en équipe. Vous voyez, tout ça, c'est un bel exemple d'intelligence collective. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler d'intelligence collective. C'est la première pierre du gué. La deuxième pierre du gué, je découvre, je ne savais pas qu'il y avait une prime de chaleur en fonderie. Plus il est chaud, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de captation de fumée. Nous, les fours, c'est à 1500 degrés. Les gars, ils sont à 1200 degrés, avec la louche. Je réunis toutes les îles, mais on vous prend pour des cons. C'est pas parce qu'on vous donne de l'argent qu'il fait moins chaud. Et on débat. Mais ça dure une journée. Et on finit par dire, par convenir que on va supprimer les objectifs individuels, supprimer les primes objectifs, les primes individuelles, en prenant ce que chacun depuis 2 ans, on le met dans le salaire. Et plus de primes. D'accord? Plus tard, j'ai décidé, c'est moi qui l'ai proposé, je leur ai expliqué ce qu'est le cash flow. Le cash flow, c'est le résultat effectif de l'effort collectif avant les magouilles légales qu'on appelle les provisions et les amortissements. Parce qu'on a vraiment gagné. D'accord? On va prendre une partie de ce cash flow qu'on se partagera à stricte égalité. Et je vous promets que moi, directeur général, j'aurai la même prime qu'un ouvrier, tout le monde a la même prime. Et ça sera la seule prime. Les canons sont montés de 30%. Dès le lendemain. Et ça s'est maintenu. Et on n'osait pas demander, nous, les cadres, de dire, c'est pas possible, ça n'a pas duré.
Et au bout de 15 jours, les dames prenaient une pause café, et je vois un petit groupe de dames, une dizaine, dont une dame, Madame Noël, qui était pas loin de la retraite. Et j'aime bien les gens pas loin de la retraite, mais ils se sentent libres. Je dis, Madame Noël, on comprend pas dans les bureaux. Vous avez jusqu'à 20% de primes dans les salaires parfois. On met les primes au salaire, on fait 30% de pièces en plus. Elle me dit, oui, monsieur. Il y a un geste que la journée a passé. Je prends ça puis écoutez, maintenant, je comprends pas ce que ça veut dire. Si, monsieur, c'est moins fatigant de faire ça que de faire ça, en faisant un geste plus rapide qu'un autre. Mais parce que 30% sur un geste, c'est pas grand-chose, hein. Je dis, pourquoi je le faisais pas avant? Elle me dit, mais enfin, monsieur, réfléchissez. Elle me dit, venez voir. Elle m'amène sur machine. Je dis, voyez les compteurs, ils sont derrière les machines. Nous, on n'est pas le droit d'avoir les compteurs. Il fallait qu'on compte dans notre tête pour pas dépasser le quota. Alors, c'est facile à dire, monsieur, mais quand la benne est pleine, qu'il faut changer la benne, il fallait décompter le temps. On était épuisé de compter. Le seul fait de pas avoir compté, il y avait un rythme physiologique de moins de fatigue, hein. Ça, c'est la base de la deuxième règle du Kaizen. Première règle du Kaizen, c'est celui qui fait qui c'est. La deuxième, c'est le confort est productif. Le confort est productif. Foutez la paix aux gens, ils travaillent confortablement, c'est productif. Quand on fait 30% de pièces en plus, le cash flow, il explose. Et les ouvriers ont eu 18 mois de salaire pendant 30 ans avec ça, 35 ans. Alors, je prends cet exemple-là parce que la logique, franchement, même moi, je vais faire un groupe avec mes cadres en disant on va supprimer les primes et les objectifs. Personne n'aurait imaginé que les cadences monteraient. Personne. Et dans ce cadre-là, est-ce que les cadres ils sont encore nécessaires alors? Les cadres, ce qu'on en a fait, soit ils passent au bureau d'études, parce qu'il y a des savoirs énormes dans l'entreprise, dans l'encadrement notamment. Et ces gens-là, ils cantonnent dans le commandement et la sanction, et on gâche ce savoir-là. Soit ils passent au bureau d'études, hein, ou en recherche et développement. Si on fait des moteurs électriques à haut rendement pour la Tesla, comme on l'a fait pendant longtemps, c'est parce que le chef de fonderie, qui passe son temps à contrôler, un jour, je lui ai dit, crédit limité, moyen limité, tu me fais ça. Mais il me dit, c'est pas possible, ça. C'est pas justement, c'est parce que c'est pas possible, mais à toi qui fais de la fonderie depuis 20 ans, qui peut trouver ça. Et il a trouvé la combine. Oui, hein, parce que, alors, soit ils sont en recherche et développement, soit les gens qui ont une fibre commerciale. Parce qu'il y a plein de cas qui sont une fibre, parce que le commerce, ça ne sont pas HEC, hein. On est commerçant dans l'âme, on n'est pas dans commerçant dans l'âme, hein. Ben, ils prennent un secteur d'activité, je sais pas, les compteurs d'eau, hein, et puis ils vont prospecter dans les compteurs d'eau, mais ils sont totalement libres. Parce que dans les boîtes normales, il y a quelqu'un qui prospecte, il y a quelqu'un qui fait les gammes, il y a quelqu'un qui décide de la marge, il y a quelqu'un qui est chef de projet, il y a quelqu'un qui fait la logistique, il y a quelqu'un qui achète, etc. Je lui dis, tu fais tout. Ils font tout chez nous, les cadres. Hein, ils suivent un marché ou un client, un Peugeot, par exemple, hein, mais il prospecte, il fait les gammes, il détermine sa marge, c'est lui qui s'occupe de la qualité, et il a son bureau au milieu des machines, et même responsable de la fabrication. Parce que le diable est dans les cloisons, j'ai appris ça les japonais, aussi les japonais. Entre le gars qui prospecte et le gars qui fait les gammes, il y a une cloison. D'accord? Entre le gars qui fait les gammes et le gars, il y a des cloisons. Et comme tout le monde a des primes, le gars qui achète va acheter moins cher que prévu à la gamme, parce qu'il va avoir une prime, puis on va être emmerdé en fabrication après, parce que la machine n'est pas adaptée. Ça, c'est l'entreprise classique. Quand tout est dans une tête, il y a juste équilibre en permanence. Et le gars, il est au milieu des machines. Hein? Et comme les gens sont intelligents, quand il allait prospecter, souvent, il prenait des ouvriers avec lui, en disant cette pièce-là, un peu comme cette pièce-là. Mais là, il faudrait faire 25% de 5% de cadence en plus. Et c'est les ouvriers qui donnaient leur aval, en disant ouais, on peut ou on peut pas. Quel homme passionné et passionnant, ce Jean-François. Nous arrivons à la fin de ce 2e épisode et je vous donne rendez-vous tout de suite sur le 3e épisode où je l'interroge sur la pertinence du modèle de l'entreprise libérée aujourd'hui. Les ouvriers veulent savoir pourquoi on fait les choses et qu'on leur fout la paix sur le comment. Bonjour et bienvenue sur le 3e épisode avec Jean-François Zobrist. Dans ce 3e épisode, j'interroge Jean-François. Est-ce que le modèle de l'entreprise libérée est encore possible aujourd'hui? Il répond tout de suite à cette question. Je vous souhaite une très belle écoute. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le modèle d'entreprise libérée que tu as développé, que tu as impulsé, est-ce que tu penses que c'est encore possible? Attends, j'ai fait à peu près 1000 conférences dans le monde. Alors, je m'interroge même parce que j'ai pas de Twitch, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de LinkedIn, je sais pas comment ça marche ces bordels-là. Hein? Mais juste par ma réputation. Avant les bêtises de Poutine, j'ai fait beaucoup de conférences dans les pays de l'Est parce qu'ils étaient en train de se libérer à toute vitesse. Une conférence à Bucarest. Et puis, il y a un gars à la poste qui me dit, vous pouvez venir jusqu'à Timisoara? Ben, je dis oui, pourquoi pas. Donc, je vais à Timisoara. J'ai vu une entreprise de 4000 salariés. Ils avaient tout copié, mais tout. Mes bouquins ont été traduits en russe, en polonais, en roumain, en bulgare, sans que je le sache. C'est quand je vais dans ces pays-là que les gens me le disent. Il avait tout copié. Ça marchait du tonnerre de Dieu.
les ouvriers qui cooptent entre eux, qui est le chef, etc. Il a tout pris. Il avait pris mon bouquin, qui était traduit en anglais, qui avait été traduit en russe, et il s'est inspiré de ce bouquin-là. Quand on s'intéresse à l'homme, les ficelles de l'homme, c'est toujours les mêmes. Hein. Alors, la grande évolution dans le management, ça a été l'invention du web. L'invention du web, moi j'ai percuté justement Anouk, la japonaise là, qui travaille pour les Américains là, maintenant, là. Elle devait avoir 7-8 ans, elle jouait avec une tablette, puis il y avait un crocodile. Puis je dis, il en a des dents, son crocodile. Puis elle revient, pas 5 minutes, 10 minutes après, elle me dit, tu sais, papy, il a 1500 dents. Je dis, ma puce, ça c'est pas possible, il peut pas avoir 1500 dents. Si, parce qu'il a 80 dents qu'il renouvelle 30 fois dans sa vie. Et là, je me dis, attends, une gamine de 8 ans arrive à trouver une information qui, avant l'invention de l'imprimerie, il fallait trouver le gars qui connaissait ça. Après, il fallait trouver la bibliothèque, le livre, la page. Une gamine de 8 ans a accès à toute la connaissance mondiale. Et les gamins, maintenant, ils veulent savoir pourquoi on fait les choses et qu'on fout la paix sur le comment. Et c'est ce qu'on a fait à Favie. Alors, la meilleure preuve, c'est que mes 3 petites filles brillantes, quand j'en ai une qui a fait des études au Japon, je vous l'ai dit, et puis à Hollande, l'autre qui est en 6e année de droit international à Ottawa, et l'autre qui est en Belgique, je me dis, pourquoi vous partez? Mais tu sais, papy, en France, les professeurs t'expliquent comment il faut faire, on sait qu'ils n'ont jamais fait. Dans ces pays-là, les professeurs disent, pourquoi on ne regarderait pas dans 15 jours tel sujet? Et c'est nous qui, en groupe, regardons le sujet. Maintenant, les ouvriers veulent savoir pourquoi on fait les choses, et qu'on leur fout la paix sur le comment. Et c'est la base de ce qu'on a fait à Favie, mais inconsciemment. Prends cet exemple-là. La partie de 90, l'automobile exigeait qu'on baisse les prix de vente. Quand j'allais aux négociations, on avait toujours une ouvrière de fonderie, un ouvrier d'usinage, un ouvrier de fonderie. Et quand le gars disait, faut baisser les prix de 5% aux gens en Turquie, ce qui veut rien dire, encore une fois, parce qu'on n'a jamais vu 5%, je traduisais en disant, faut faire 17 pièces de plus à l'heure. Et c'est les ouvriers qui négocient. Enfin, monsieur, vous vous rendez compte qu'il y a 8 familles qui vivent de ces pièces chez nous. Vous avez des enfants, vous. Qu'est-ce qu'ils feront aux enfants si vous mettez tout en Turquie? Et puis, monsieur, on a déjà fait un effort, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui négociaient. Hein. Alors, ce qui est important, c'est pas que l'acheteur de Guerlain baissait son truc à 2%, de 5 à 2%. C'est que les ouvriers, rentrant dans l'usine, disaient à leurs copains, si on fait pas 340 pièces à l'heure, le mec, il va en Turquie. Ils savaient pourquoi il fallait faire 340 pièces à l'heure. C'est pas la direction qu'il faut baisser les coûts de 5%. Bon, parce que la direction ne dira jamais il faut faire 340 pièces à l'heure. Parce que ça change toute la structure. Tous les mecs qui calculent les coûts, les trucs et les machins. D'accord? Hein? Et là, mais c'est libre de comment? Ils décident entre eux qui travaillent la nuit. Il y a des mamans qui préféraient le matin en été, et d'autres mamans, c'était l'inverse. Ben, ça changeait tous les 6 mois. Je vois pas de quel droit quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, tu vas te mettre sur telle machine et faire telle pièce. Et tout est en autonomie chez nous, au sein des mini-usines. Ils décident même de leur congé. Le gars qui a sa femme, qui travaille, qui a ses congés au mois de juillet, mais qui travaille au mois d'août, comme on a 3000 usines qui ferment jamais au mois d'août, mais vous voyez ça pour travailler dans cette mini-usine. Tout ce qui était gestion de la fabrication était géré par les ouvriers. Et on n'a jamais livré en retard. Les ouvriers ont compris que si le client nous aimait pas, et livrer en retard, c'est impardonnable, parce que lundi, c'est pas mardi. C'est pas discutable. D'accord? On n'a jamais livré en retard avec les gens qui s'auto-organisaient. Et quel regard tu as aujourd'hui, tu vois, quand on entend parler du quiet quitting, donc à la fois la grande vague de démission, mais aussi la démission silencieuse, c'est-à-dire les gens font uniquement ce pourquoi ils sont payés, ni plus ni moins. T'en penses quoi aujourd'hui avec... Ils ont raison, on les fait pas rêver. On ne fait pas rêver. Tout est subjectif et affectif. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont comme rêve? Ça, c'est un truc que j'ai compris il y a très longtemps. Toute entité a un rêve partagé. Toute religion a le même rêve partagé. Toute religion, hein, c'est la résurrection de la vie éternelle. Ça, c'est imparable comme truc. Nous, notre rêve partagé, c'est rester dans le village. J'ai un de mes élus, Alexandre Gérard, qui est assez brillant. Il dit, chez nous, on a le droit à l'erreur. Ça veut dire que tu sais qui a fait l'erreur. Moi, je pars du principe que M. Ford disait, il y a qu'un ouvrier sur 1000 qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste, c'est de ma faute. Parce que j'ai mis en place un système qui contraint un bon ouvrier à faire des pièces mauvaises. Moi, quand je vois une pièce mauvaise, je dis, mère, si on bosse comme ça, on peut pas rester dans notre village. Voilà, notre rêve partagé. C'est ça, notre rêve partagé. On ne rêve pas. La France est un pays où on ne rêve pas. Regardez comment l'Angleterre s'est fédérée, s'est soudée à l'enterrement de la reine d'Angleterre. On est incapable de faire ça. On n'est plus un pays. La France est une suite d'égoïsme. C'est pour ça que c'est un terrain fertile pour l'entreprise. Parce que justement, on offre à ces gens-là qui sont dans un pays qui n'a plus de rêve. On offre un rêve. Et ils apprécient non plus le rêve, on l'a pas dans le pays. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des grosses structures qui aujourd'hui fusionnent, acquièrent d'autres structures? On est sur des entités de plus en plus grosses et de plus en plus complexes. T'en penses quoi de tout ça? Deux choses.
Tiens, Decathlon, il y a, je sais pas, 15 ans, 18 ans. Decathlon, j'avais passé une journée complète avec toutes les directions. Les premières mesures qu'ils avaient fait, c'est que dans le temps, tous les prix de vente de l'Europe étaient décidés à Paris. Après, ça a été décidé dans chaque pays. Après, c'est décidé par chaque chef de magasin. J'ai un neveu brillant. La Sodexo, 500 000 personnes. C'est énorme, la Sodexo. Il a été embauché pour trouver une colonne vertébrale à tous les programmes dans le monde entier. Parce que je savais pas, moi, il m'expliquait qu'un programme qui est fait par un japonais, par exemple, même s'il marche bien, pour le traduire pour un français, c'est un travail de monstrueux. Trouver une colonne vertébrale. Connaissant un petit peu mon point de vue et ma démarche, il a commencé par faire le tour du monde pendant 6 mois. Il a été convoqué par son N+1, N+2, on n'est pas là pour faire le tourisme, on est là pour un groupe de travail, avec des objectifs, etc. Il a voir le N+4 en disant je démissionne. Il a dit je fais le tour du monde parce que je, intuitivement, essaie de percevoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme point commun. Et après, on fera de l'informatique. Et c'est le N+4 qui dit vous avez raison, continuez. Tu vois? Donc, tu vois, la Sodexo est partie. Le père Belon, avant de décéder, a fait une page recto verso. En disant, on va libérer la Sodexo, parce que n'oublions pas qu'un salarié heureux fait 5 points de cash flow, le même malheureux fait 5 points de cash flow en moins. Il y a 10 points de cash flow qu'ils ont. Ça, c'est du Favi, c'est du Zobrist, ça. Ah, on ne l'arrête plus, ce Jean-François, quand il s'agit de parler de l'entreprise libérée. Mais il faut en garder pour l'épisode suivant. Je vous propose d'écouter Jean-François sur l'épisode 4, où nous allons parler ensemble de comment on fait rêver encore aujourd'hui les salariés. Question cruciale dans un moment de pénurie des talents, de démission, de quiet quitting. Quelles sont les valeurs limites dans les entreprises? Il faut les connaître. Alors, il faut 2, il faut pas 3, 5 cul-de-sac, 4 c'est un parc. T'as des boîtes qui ont 25 valeurs, ça rime plus rien. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 avec Jean-François Zobrist. Dans ce 4e épisode, nous allons évoquer avec Jean-François les méthodes pour impliquer, pour motiver, pour fédérer les salariés. Cette question est cruciale au moment où on parle de pénurie des talents, de quiet quitting, de grande démission, de recherche de sens, de démotivation des salariés. Je vous souhaite une très très belle écoute. Et comment tu fais pour faire rêver aujourd'hui un salarié dans l'environnement dans lequel on est, où tout va très vite, où on perd un peu le sens? Les ouvriers, moi je leur expliquais qu'on met en gagné, mais de façon concrète, parce que quand tu dis à un ouvrier, on a fait 500 000 euros de profit ce mois-ci, ça fera 4 millions sur l'année, ça veut rien dire du tout, ça. Hein? Mais dire à un ouvrier, tu dis ça, bien sûr, tu le dis. Tu dis, bon, là, pour l'instant, on est qu'à 17 mois de salaire, hein, mais l'année n'est pas finie. Tu vois, là, vous allez sûrement aller sur 18, d'accord? Nous, on est fondeurs, donc les fondeurs, ça refond ses déchets. Donc on les voit pas. Mais en 1er janvier, on les comptabilise. On avait une pyramide de bennes vides qui représentait tous les déchets qu'on avait vendus. C'est-à-dire qu'on pouvait pas se garer sur le parking tellement il y avait de bennes vides. Faut prendre conscience. La non-qualité, on a décidé, il y avait plein de motards. Et moi, je suis un vieux motard, je continue. C'est une moto, c'est 10 000 euros. Hein. Et ben, il y avait on a affiché des petites motos, hein, pour voir ce qu'on avait gâché. Ça c'est parlant, tu vois. Puis il faut faire rêver aussi. Quand on raflait tous les grands prix qualité, c'est les ouvriers qui allaient chercher le grand prix qualité. Tu sais, tous les grands donneurs d'ordre, Mercedes, Peugeot, Renault, ils font un trophée qualité chaque année. Et nous, on était régulièrement premiers. Mais moi, alors que j'allais avec les ouvriers pour traduire quand ils étaient à l'étranger, hein. Mais en France, j'y allais pas. C'est eux qui étaient tout seuls. T'avais les directeurs généraux, en chemise, cravate, là, puis t'avais les braves ouvriers, 3-4, qui prenaient le grand prix, le premier prix qualité. D'accord? Les commerciaux. Valoriser au maximum. Ouais, les commerciaux. Alors, les gens disent, mais tes commerciaux, il n'y a pas de prime. Non, c'est pas d'objectif. Non. Qu'est-ce qui est motivé? C'est le nombre d'emplois créés. Le commercial qui ramenait une affaire de 20 emplois, mais c'est un héros. Longtemps, on a fait 80% des besoins de Volvo. Puis François était parti négocier les 20% qui restent. Et puis il m'appelle le soir en disant, Monsieur Zobrist, on a 20%. Dès le lendemain, moi, les ouvriers m'asseyaient. En disant, Monsieur Zobrist, alors, on l'a. Et moi, je disais, mais non, il m'a rien dit, c'est en douille, là. Et quand François est arrivé, hein, on a tout de suite, on a dit, François, oui, il a eu les 10%. On a arrêté la fabrication, on a sorti le cidre, on a arrosé ça. Vous avez été le héros, François. Et oui. Comment on fait pour réussir à garder cet esprit un peu familial, ce sentiment d'appartenance, quand il y a 650 salariés à la fin? Comment Hitler est arrivé à mobiliser des millions de personnes? Comment ce clown de Mussolini, je sais pas si tu as vu, il y a une émission récemment sur Mussolini. Tu as vu ce clown? Comment il a fait? Il leur proposait des rêves. On va refaire l'Empire romain. Ils sont allés en Éthiopie, ils sont allés en Libye, c'est ça, parce qu'on va refaire, on les a fait rêver. Ils ont fait rêver. Mais les règles de base sont simples. Il faut un rêve partagé. Il faut des valeurs communes. Hein. Nous, c'est l'homme est bon et l'amour du client. Quelqu'un qui est sur ses limites, on l'extrait.
du système. D'accord? Dans le couple, tu as 2 limites. Hein. C'est la fidélité et la confiance. Quand tu es cocu, tu vois bien que c'est une limite. D'accord? Et c'est le respect de l'autre, la tendresse. D'accord? La religion, alors pour nous, c'est aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est pareil pour les juifs, m'a dit Isaac. Quand je fais des conférences dans les pays arabes, chaque fois je leur demande, quelles sont vos 2 valeurs limites? Il n'y a qu'un Dieu, c'est son nom est Allah, et Allah a tout prévu, hein, et le respect de la tradition, les 5 prières, Quelles sont les valeurs limites dans les entreprises? Il faut les connaître. Alors, il faut 2, il faut pas 3, 5, 4, c'est un parc. Tu as des boîtes qui ont 25 valeurs, ça ne rime plus à rien. Il faut 2 valeurs. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la montée en puissance des entreprises à mission? Depuis, depuis la loi Pacte en 2019, donc maintenant, un certain nombre d'entreprises inscrivent dans leur statut raison d'être à la fois économique, sociétale, environnementale. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On a été la première entreprise certifiée QSE, qualité, sécurité et environnement, en Europe pendant 2000. Je pense qu'on est en avance sur le truc, parce que nous, ça a toujours fait partie de nos bases. On a été la première entreprise QSE en Europe, sans service qualité en plus, faut le faire quand même. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi on l'a eu ce truc-là? Parce que ce sont les ouvriers qui font les procédures de 2e, 3e niveau. Parce que quand tu es audité, tu as 3 auditeurs, un pour la qualité, un pour la sécurité, un pour l'environnement. Ils viennent même la nuit. Et ils vont dire à un ouvrier, tiens, ouvrez-moi cette armoire. Et c'est l'ouvrier qui a fait la norme, qui va dire je peux pas parce que gna 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 gna, etc. Hein? Ben non, mais bien sûr que pour moi c'est passé. En 2000 on a eu la certification QSE au niveau européen. Donc c'est du passé, ça c'est dans la culture, ça c'est fini ça. Et pourtant tu vois les entreprises à mission, c'est uniquement depuis 2019. Ben parce qu'on a remis de la structure derrière, pour encadrer les missions, un truc machin, c'est ça. La France, c'est le seul pays soviétique qui a réussi, n'oublie pas, bon sang. Tu sais quelle est l'entreprise la plus importante au monde? L'éducation nationale française, qui génère 14% d'illettrés à 16 ans. T'as pas un pays d'Europe qui sort 1% On est classé derrière le Dahomey au classement PISA. C'est une honte, ce truc-là. On n'a pas de rêve, on n'a rien de solide chez nous. T'as un enseignant qui va enseigner jusqu'à 1 seconde à des enfants qui ne savent pas lire et pas écrire, c'est bien, mais il ne prendra pas une soirée pour leur apprendre à lire et écrire. Ça, c'est la France. Et dans l'entreprise, c'est un peu pareil, sauf dans l'entreprise dite libérée. Vous voici enfin parés pour réussir à faire rêver vos salariés, pour leur donner du sens, pour parler des valeurs de l'entreprise. À travers cet épisode, vous avez avancé sur le chemin de la motivation et de l'engagement de vos salariés. Et je vous dis un très grand bravo. Je vous donne tout de suite rendez-vous sur le 5e épisode avec Jean-François Zobrist, où nous allons parler du devenir des entreprises libérées aujourd'hui. Que sont devenues ces entreprises libérées des années 80? Dès demain, tu supprimes les réunions et tu dis à tes cadres, j'irai vous voir sur le terrain. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode avec Jean-François Zobrist. Dans ce 5e épisode, nous allons parler de ce que sont devenues ces entreprises libérées des années 80, mais aussi est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises libérées peuvent encore exister et est-ce qu'elles ont un devenir? Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises libérées aujourd'hui? Alors, le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai gardé le contact avec les entreprises qui avaient été libérées, comme Poult, ça a été 1600, et eux, ils ont été plus loin que chez nous, chez Poult. Poult, quand j'y suis allé, il y a un film qui est passé pendant longtemps, qui est toujours sur Google, hein, qui fait Question de confiance Favie, où la journaliste devait faire 3 a passé 1 an dans l'entreprise. Et dans cette entreprise-là, quand je suis allé la visiter, tous les ouvriers avaient vu le film. Hein, et ils étaient plus loin que nous, parce que chez nous, les ouvriers cooptent entre eux, qui est le chef, qu'on appelle le leader. Et le leader, généralement, il est leader pendant 3, 4, 5 ans, puis au bout de 5 ans, tu dans les tours d'usine, il est fatigué. Il me disait, monsieur Zobrist, il y a un jeune qui est mieux placé. Eux, les ouvriers disaient, pourquoi on serait pas leader à tour de rôle, tous les 15 jours? Tu vois que le seul pouvoir qu'il y a, parce que c'est comme le leader qui fait les augmentations de ses copains, hein, et la sienne, hein. Donc il a un réel pouvoir, hein. D'accord. Eux, le leader changeait tous les 15 jours. Et ils ont remarqué que les leaders, dans certaines mini-usines, il n'y a que 40% des gens qui voulaient bien être leaders, ou 60%, pas plus. Ben voilà, il y a 40% qui se sentaient prêts pour faire ça. Hein. Et le problème de Poult, c'est que le patron est parti en retraite, et puis est arrivé derrière un gars qui a fait des études. Voilà, donc il a un syndicat, tout ça. Mais moi, ça a été très vite. Hein. Après moi, j'avais formé moi, mais c'est une histoire qui est assez pénible, je ne vais pas la raconter. Mais grosso modo, disons que celui qui a pris la succession, j'avais formé. J'allais te poser la question, qu'est-ce que devient Favie aujourd'hui?
Eh ben, quand je suis parti, on faisait 100 millions de chiffre d'affaires. 4 ans après, je faisais 30 millions. On était 700 et ils étaient 300. Mais j'ai pas de regret parce que ceux qui sont partis avec 3 ans de salaire parce que bêtement le successeur là s'est dit il y a trop d'ouvriers à la famille. Forcément, c'est eux qui faisaient tout. Et on avait, je sais pas si tu vois, mais c'est une usine qui fait 700 personnes, qui fournit Tesla, qui fournit les hôpitaux, parce qu'on avait un effet de l'ingénierie qui tue les bactéries, qui fournit l'alimentaire, qui fournit 60% du marché automobile. T'avais 8 administratifs et 2 informaticiens. C'est tout. Tout était géré dans les mini-usines. Et quand on voit effectivement, tu vois, toute l'énergie et les convictions que tu as portées et que tu vois aujourd'hui que ton entreprise, elle a évolué dans un autre sens, ça fait quoi? Le nouveau patron, peu importe qui c'est, a un peu lu ce que j'ai écrit, et là, il est en train de remonter la pente. Il passait en un an de 30 millions à 45 millions, ce qui est pas mal, hein. Il perd toujours de l'argent, mais j'avais laissé un trésor de guerre qui était énorme, j'avais laissé 50 millions, je crois, de réserve. Donc il remonte tout doucement. Je crois que lui, il a compris. Mais celui d'avant, il n'avait pas compris. Et du coup, t'avais ressenti quoi alors avec celui d'avant? Ça fait mal? Ben, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Celui qui avait été nommé, je l'ai abreuvé de documentation, mais plus je lis la documentation, plus je faisais le contraire, un petit peu comme Hollande qui a fait tout ce qu'avait fait Sarkozy. Et alors, si tu veux, le gars que j'avais formé pendant 10 ans pour être mon successeur, avant d'être licencié, enfin il n'a pas licencié parce qu'il ne faut pas licencier, il a fait 50 salaires, a exigé que le plan social qu'il ferait derrière, il y aurait des volontaires et qu'on lui reverserait 3 ans de salaire. Donc tous mes ouvriers qui sont partis avec un pécule de 3 ans, et qui a racheté un garage, qui est devenu chauffeur routier, qui. C'est-à-dire j'ai pas de regret parce que tous mes ouvriers sont casés bien. C'est les meilleurs qui sont partis, forcément, hein. Et alors, j'ai aussi le plaisir de savoir que mes commerciaux qui faisaient tout, hein, puisque ils connaissaient tout. Hein, j'en ai un qui a repris une petite boîte de 100 salariés, qui a fait du Favi, maintenant ils sont 400 salariés. Le CM Favi a essaimé dans la région. J'en ai un deuxième qui est en train de faire ça, là. Hein. Et mes anciens cadres, qui sont en train de refaire le système Favi, dans la région et ailleurs, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas de regrets, mais c'est tout, c'est le passé, hein. Il y a effectivement une petite phrase où des fois on dit les bons partent quand le management est mauvais et les mauvais partent quand le management est bon. T'en penses quoi? C'est trop compliqué pour moi. Non, mais le système est viril, hein. Ça c'est un truc, parce que parfois on me pose la question en me disant, est-ce que c'est pas un peu bisounours? Il faut savoir que comme c'est juste, c'est-à-dire que la maman qui arrive en retard en disant, ou qui va appeler en disant, mon bébé a pleuré toute la nuit, j'arrive en retard, personne ne va la sanctionner. Le mec qui arrive en retard parce qu'il a crevé, personne ne va le sanctionner. Mais le branleur, ou la branleuse, parce que ça arrive aussi chez les femmes, hein, qui est pas sérieux, comme l'effectif se rééquilibre au quotidien, c'est en fonction du boulot, les ouvriers naviguent d'une mini-usine à une mini-usine, hein. C'est pas organisé. Quand j'essaie de l'organiser, c'est le bordel, tu vois. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche, d'accord? Le mauvais, plus personne n'en veut. Et moi, il m'est déjà arrivé dans mes tours d'usine, peut-être une petite dizaine de fois en 35 ans, de tomber sur un monsieur ou une dame qui me dit, monsieur Zobry, j'ai fait le tour de l'usine, personne ne me veut. Et ma réponse était toujours, prenez un balai, restez pas sans rien faire, il y a bien un coin à balayer. Et au bout de 2 jours, la personne ne vient plus. Et donc, on constate, du fait du salarié, la rupture du contrat de travail. Mais ça, oui, l'ingénieur, alors pareil, il n'y a pas de chef chez nous. Parce que le chef du bureau d'études, il répartit le travail. Même au mauvais, parce qu'il veut garder son effectif. Nous, c'est les ouvriers qui décident avec qui ils veulent travailler. Ils choisissent leur ingénieur ou leur technicien. Si le gars fait des machines qui marchent pas, plus personne ne lui demande rien. Et je sais qu'il y avait un jeune ingénieur comme ça des mines. Un jour, je passe dans le bureau de monsieur Zobry, j'ai plus rien à faire. J'ai forcément, t'as fait 2 machines. T'as pas écouté les anciens. Hein, moi, j'ai suivi le truc. Quand les anciens disaient fait comme ça, t'as fait les mines, t'as fait ta tête. Et on était emmerdés avec les machines. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Va te vendre auprès des ouvriers. Ah, je suis ingénieur, je vais pas me vendre auprès des ouvriers. Tu démissionnes. Il a démissionné. Alors que dans une boîte normale, le mec, il serait toujours là. L'inconvénient du chef de service, c'est que ça bouffe 30% du temps en conneries pour justifier sa place. En réunion, truc, machin. Hein? Deuxièmement, ça répartit le travail. Nous, non, c'est les ouvriers qui décident. Alors, ça aussi, mais c'est une question de bon sens. Dans mes tours d'usine, c'est ce que j'apprends aux patrons. Parce que les patrons, souvent, me disent, ouais, donc, d'accord, dès demain, je fais mon tour d'usine. Je dis, non, si t'es jamais descendu dans l'usine, d'accord? Ils vont se poser des questions. Dès demain, tu supprimes les réunions et tu dis à tes cadres, j'irai vous voir sur le terrain. Et quand tu vas voir tes cadres sur le terrain, si tu croises un ouvrier, tu lui dis bonjour. D'accord? C'est tout. Et petit à petit, ils vont prendre confiance. Hein? Maintenant, retiens une chose. Ne parle jamais boulot avec les ouvriers. Jamais. D'accord? Parle-leur de leurs enfants,
de leur hobby. Pousse les gens à parler de leur hobby, parce que dans son hobby, il est plus fort que toi. Et il se sentira à l'aise. D'accord? Et s'il parle boulot, alors là, il n'y a pas 50 solutions. C'est oui, on le fait, c'est une bonne idée. Hein? Et là, tout de suite, tu lui dis avec qui vous voulez faire. Et tu choisis. C'est lui qui choisit. Et tu fais la réunion tout de suite. Tout de suite. C'est non, parce que, alors, je sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. D'accord? Mais c'est pas on en reparle. C'est pas faites-moi un rapport. C'est pas on va faire une réunion. Ne botte jamais en touche. Les patrons, ça passe sans temps ça. Le patron, ça, c'est Jean-Christian Fauvé. Je vais pas te faire un cours sur la sociodynamique, mais je pourrais. J'ai écrit plein de bouquins sur la sociodynamique. Il parle de l'inaction. L'inaction, c'est la négation de l'action. Hein? C'est-à-dire que c'est la structure, parce que la structure a peur de l'action. Parce que l'action, c'est le risque. Il y a un problème, on trouve une solution. On dit oui, mais c'est pas dans le plan stratégique à 10 ans. Le plan stratégique à 10 ans. La météo, avec 10 satellites, 550 stations au sol, qui suivent nuit et jour, des trucs qu'on peut pas discuter, température, ne prévoit rien de fiable à plus de 3 jours. 10 ans. Le budget, on n'a pas de ligne budgétaire, le budget a 1 an. Qui a prévu Poutine? Qui a prévu la Covid? C'est des trucs qui ont été inventés par la structure pour justifier sa place, et pour ne pas agir. L'inaction. La négation de l'action. Hein, on reporte. Ah, ça marche là, mais il y a 10% des cas où non. Kawakita, solution imparfaite. On retrouve ça chez cette notion de métaction de Jean-Christian Fauvé. Métaction. Problème, action imparfaite, qui génère une réflexion, qui génère une action imparfaite, et l'action imparfaite en action imparfaite, on a une action parfaite. Hein, pour moi, la sociodynamique, sociale, c'est le bonheur. La dynamique, c'est le progrès. C'est le Kaizen. Kaizen, c'est la performance pour le bonheur. Hein, c'est le Kaizen en judéo-chrétien. C'est ce qu'a fait Jean-Christian Fauvé, par exemple, la sociodynamique. Et comment tu fais pour rassurer les salariés? Parce que, effectivement, je te rejoins, certains salariés ont envie et besoin d'autonomie, de liberté, d'espace de créativité, mais tu peux aussi avoir un besoin presque à l'opposé de sécurité, de réassurance, de structure, de cadre pour les sécuriser. C'est le leader qui faisait ça dans sa mini-usine. C'était 30-50 personnes, la mini-usine. Mais Mussanutaire, qui avait 6000 salariés, c'était 250 personnes. C'est le leader qui fait ça. Je crois que c'est sur le terrain entre ouvriers, quoi. Attends, déconne pas, là. C'est pas grave, ton truc, là, etc. Tu vois. Ça se passe sur le terrain, ça. Tu sais, les ouvriers ont peu d'ego, hein. Il y a que les cadres qui ont de l'ego, hein. Ça se passe très bien entre ouvriers. Tu sais, mais tu sais pas si tu vois comme c'est aberrant. Il m'arrivait souvent de faire des assemblées générales de ANDCP, l'Association nationale des chefs de personnel, d'accord? ANDCP. Et il est tombé toujours dans le piège. Je dis, est-ce qu'il vous arrive de mettre un couple dans la même équipe? Mais ils me regardent des yeux comme des sous-coupes, en disant, ben oui, ça peut arriver. J'ai pas réalisé que ça veut dire qu'on réveille les enfants à 5h30, ils se rendorment à 6h moins le quart de chez la nourrice pour être à 6h sur la machine quand c'est pas 5h. Puis on les réveille à 8h pour qu'ils aillent à l'école, ou qu'ils restent tout seuls jusqu'à 11h du soir. Vous avez déjà réalisé ça? Ils ont jamais réalisé ça. Tu laisses un couple, ils se mettront jamais dans les mêmes équipes pour s'occuper des enfants. C'est évident, ce truc-là. Hein? Je veux dire que c'est que du bon sens, tout ça. Mais c'est la même histoire que Poult, quand je te disais qu'il y a que 40% des ouvriers qui voulaient être leaders, les autres pas, mais c'est parce que les autres se sentaient pas capables de l'être, c'est tout. Il faut laisser les choses s'équilibrer toutes seules. Il ne faut pas décider pour tout le monde. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que l'entreprise libérée a encore plus d'avenir ou encore moins d'avenir qu'avant? Elle a plus d'avenir à condition qu'on laisse les gens, la génération suivante, si tu veux, hein, celle de mes petites filles, qui veulent savoir pourquoi on fait les choses, qu'on leur fout la paix sur le comment. Elle a un avenir si on va dans cette direction-là. Il faut que les gens acceptent de plus en plus au pourquoi des choses, comme on a fait nous. Hein, c'est l'ouvrier qui négocie avec le client, et c'est lui qui va accepter les cadences de 350 à l'heure. Il saura pourquoi faire 350 à l'heure, pour rester dans le village. Puis il faut leur expliquer un pourquoi. Reste dans le village. On donne pas de pourquoi aux gens. Pourquoi nous, c'est reste dans le village? Je reviens toujours à ça, moi. Hein. Dans un monde aujourd'hui qui est mondialisé, c'est vrai que les gens se connaissent même plus. Et on connaît plus nos voisins, on connaît plus, et on déménage beaucoup, et maintenant on est carrément en virtuel, on se rencontre même plus. Il est mondial pour toi. Nous qui sommes intelligents. Mais il y a très très longtemps, il y a une exposition qui s'appelle le MIDES. Le MIDES, c'est l'exposition européenne de toute la sous-traitance. On faisait des bus entiers d'ouvriers au MIDES.
Et à l'époque, alors d'abord, parce qu'un ouvrier, ça peut aller sur un stand, prendre une pièce pour regarder, puis c'est ce qu'il faut regarder un ouvrier sur une pièce. Un ingénieur, c'est peut-être pas. Puis il est pas gêné de prendre la pièce, puis il regarde en détail. D'accord. Et puis, ils ont commencé à avoir un stand chinois, 2 stands jaunes, 3 stands jaunes, 20 stands jaunes, la moitié du Midwest en jaune. Prennent conscience de la compétition internationale. L'ouvrier de base en Picardie, c'est pas que les jeunes, ils sont merdants. Ils n'avaient pas vu cette croissance-là. Tu vois? Donc, faire sortir les gens, mais ça a été mon boulot majeur à moi, c'est de faire sortir les ouvriers au maximum. Tu sais que les ouvriers, parfois, les travaillaient 15 jours chez nos clients pour qu'ils voient ce que nos clients faisaient de nos pièces. Et que nos fournisseurs, pour voir ce que nos fournisseurs, comment fournisseurs faisaient les pièces. Et inversement, nos clients nous envoyaient leurs ouvriers après, voir comment faisaient leurs pièces, etc. On crée un lien entre les ouvriers qui fait que quand il y avait un problème, moi je sais qu'un jour, il y a un patron qui m'a appelé, qui me dit, écoute, je suis emmerdé, j'ai une grosse commande là. Je peux pas te faire tes pièces là. Je dis, attends, je t'envoie un leader et puis une mini-usine, tu vas faire, ils vont faire tes pièces chez toi. Parce qu'ils connaissaient bien le truc, ils avaient été, tu vois. Et je crois que la perception du monde, c'est aussi au patron de la donner. Encore une fois, faire sortir les ouvriers, j'envoyais 30 ouvriers tous les 2 ans au Japon. 15 jours. Alors, structuré, c'est une société parisienne qui faisait ça. T'en as un qui regardait le TPM, t'en as un qui regardait le 5S, l'autre la propreté, etc. Et après, je devais acheter des petites caméras parce que j'avais pas de téléphone portable à l'époque. Ils filmaient et ils faisaient des conférences à leurs copains, à la poste casse-croûte pour voir ce qu'ils avaient vu au Japon. Comment les Japonais faisaient. Matsuo Tita. L'Occident va perdre parce qu'il s'adresse aux mains des salariés. Nous allons gagner parce qu'on s'adresse à leur cœur et à leur cerveau. Voilà. Tout est dit. Nous voici arrivés à la fin de ce 5e épisode avec Jean-François Zobrist. Maintenant que vous savez ce que veut dire l'anaction, je vous propose de passer à l'action en écoutant le 6e épisode où on va reprendre l'ensemble des fondamentaux de l'entreprise libérée. Je vous dis à tout de suite. Chaque fois que j'ai fait des choses, après coup, je me suis rendu compte que c'est les ouvriers qui me l'avaient suggéré. Parce que ça marchait, puis je me dis, mais c'est vrai qu'ils me l'avaient suggéré. Bonjour et bienvenue sur ce 6e épisode avec Jean-François Zobrist. Aujourd'hui, nous allons répondre à l'ensemble de vos questions sur l'entreprise libérée. Nous allons réexaminer l'ensemble des fondamentaux pour développer le management par la confiance. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vais te poser quelques questions. Il faudra que tu essayes de répondre en une phrase. C'est un beau challenge. À ton avis, à quelle problématique l'organisation en entreprise libérée peut-elle répondre par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui dans le monde du travail? Un besoin de rêve. Ok. Et donc, ça pourrait permettre quoi? Quand tu rêves, tu bouscules les montagnes. Mussolini a fait rêver les Italiens de refaire l'Empire romain. Et les Romains qui sont pas des guerriers, du tout. Les Romains, tu sais, ils ont été en Libye. Ok. Pareil, en une phrase, si tu expliques à un enfant de 10 ans, c'est quoi l'entreprise libérée, tu lui dis quoi? C'est l'entreprise où on t'expliquera pourquoi il faut faire les choses et tu seras totalement libre de faire comme tu as envie. Ok. Est-ce que l'entreprise libérée est adaptée à tous les contextes, tous les secteurs d'activité, par exemple? À ma connaissance, alors ça c'est plus ou moins, mais tu as eu un service complet de la SNCF, j'étais 8000, complètement libéré. Ils avaient fait un firewall. Tu avais une dizaine de gars, qui tournaient d'ailleurs, qui faisaient des faux documents pour la structure. Parce qu'on critique beaucoup la fonction publique. Mais chaque année, on leur fout sur la gueule des énarques dont ils n'ont rien à faire. L'ENA a été créé par De Gaulle en 44, parce que pendant 4 ans, c'est les Allemands qui géraient la France. On n'avait plus de structure. L'ENA, il fallait l'arrêter en 50. Hein? Chaque année, on met des énarques à ces pauvres gens sur la tête. T'as eu un service, la sécurité sociale énorme, c'est 6000 personnes comme ça, où le directeur général est embêté par son adjointe, mais qui avait fait Polytechnique Mines. Ça bloque tout, ça, non, qui était contre. Et je lui ai dit, écoute, elle a de l'expérience, oui. Je veux pas la flatter beaucoup en disant, tiens, tu la charges d'une étude extrêmement importante et puissante, en lui donnant une augmentation de salaire et un beau titre. Donc il l'a sorti parce qu'elle était chargée de cette étude. Tu ne à rien, d'accord. Il a pu se libérer ces 6000 gars, la sécurité sociale. C'est toujours la structure qui freine, parce qu'elle a tout à perdre. Ça marche. Une autre question, quels sont les 2 facteurs clés de succès, selon toi, pour réussir à mettre en place une entreprise libérée? L'humilité du patron
et son absence de sens du risque. Ok, merci. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers cette expérience d'entreprise libérée? Qu'est-ce que j'ai pu être heureux de voir les autres heureux? Tu peux pas savoir. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Mais je suis un mec simple, donc je suis resté quelqu'un de simple, tu sais, moi je suis pas un mec compliqué. Ok. Ben ça contribue déjà à la connaissance de soi, de se dire qu'on est simple et pas compliqué et sans ego. Une autre question? Si c'était à refaire, tu changerais des choses? Alors non, pour deux raisons. C'est parce que chaque fois que j'ai fait des choses, après coup, je me suis rendu compte que c'est les ouvriers qui me l'avaient suggéré. Tu vois? Parce que ça marchait, puis je me dis, mais c'est vrai qu'ils me l'avaient suggéré. Et puis l'autre raison, c'est que j'ai pas d'amour propre. Donc les ouvriers savaient, hein. Et dans mes tours d'usine, parfois un ouvrier me dit, c'est bien ce que vous avez fait là. Mais. Et à chaque fois, j'ai engueulé, mais. Et c'est le mais qui est important. Hein? Et à chaque fois, j'ai engueulé, vous pouvez mal le dire avant, je suis en train de faire une connerie monstrueuse, et il m'est arrivé de réunir l'usine, dans une bande de lâches. S'il n'y a pas Pierrot qui m'a rajouté pour me dire que je faisais une connerie, là, on est dans le mur avec vos conneries. La prochaine fois, arrêtez-moi, merde, c'est pas parce que je suis pas là, tu vois. Comme j'ai pas d'amour propre, truc comme ça, j'ai jamais été en échec parce que je faisais soit inconsciemment d'appliquer ce que les ouvriers m'avaient dit, ou quand je dérapais, c'est rarement les cadres qui me l'ont dit, parce qu'ils voyaient moins que les cadres me le disaient de temps en temps, parce qu'on se tutoyait, on était copains. En me disant, Jean-François, là, tu déconnes, là, bon, hein. Mais c'est parfois les ouvriers de votre usine, c'était toujours, je dis, c'est bien ce que vous avez fait là, mais, tu vois, là, bon, j'en prenais plein la gueule. Mais je me disais toujours. Alors, il y a aussi un point qui est très important dans ma démarche, c'est que j'ai toujours fait ça collégialement, avec toute l'usine. Tu vois? Donc, j'ai pas de frein, si tu veux. Hein? J'allais te poser la question, effectivement, comment mettre en œuvre un système d'entreprise libérée? Sortir de son bureau, faire monter quelqu'un dans son bureau, c'est la lâcheté. Il faut aller sur le terrain, là où le gars fait pipi, aller sur le terrain d'autrui, d'accord? Sortir de son bureau, écouter les ouvriers, écouter les cadres aussi, bien entendu, hein? Mais arrêter le reporting, arrêter le planning, arrêter les jeux de rôle. Voilà, jeux de rôle. C'est des banquiers. Un jour, je fais une conférence à 50 patrons, je revois encore la salle. Puis je leur explique rien de prévisible, la météo, etc., etc. 3 banquiers qui soliloquent. Non, c'est vrai que le coup du yen, on n'a pas vu venir, le coup du rouble, etc. Et puis en face, il y a un patron qui dit, tu fous de ma gueule, là. Tu dis que rien n'est prévisible, puis tu me demandes un business plan à 10 ans pour me prêter 4 sous. Mouvement de flottement chez les banquiers. Puis un banquier qui dit, oui, mais non, attends, mais c'est comme le Monopoly, c'est un jeu de rôle, tu vois. Mais si tu joues pas le jeu de rôle, on peut pas jouer. Regarde, moi, je suis en train de, souvent, c'est nous qui faisons le business plan des clients. Là, j'ai une grosse confiserie, je connais rien au bonbon, c'est moi qui fais le business plan. Ce sont des jeux de rôle. On n'a plus les moyens de jouer aux jeux de rôle. Vous pouvez faire ça pendant les 30 Glorieuses, quand on gagne du fric. Et vous voici enfin parés pour développer le management par la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez manager ou que vous soyez dirigeant, vous pouvez toujours trouver des marges de manœuvre pour essayer de rendre un peu plus humain votre style de management. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le 7e et dernier épisode avec Jean-François Zobrist, où je vais lui poser des questions dans le tip-top, le jeu de questions-réponses un peu plus intime. J'exploite mes défauts, j'ai peu de qualité, alors j'ai eu une chance toujours d'avoir des collaborateurs meilleurs que moi, c'est évident, j'en suis conscient. Hein. Bonjour et bienvenue sur ce 7e épisode avec Jean-François Zobrist, cet ex-dirigeant de l'entreprise Favi, pionnier de l'entreprise libérée et du management par la confiance. Vous avez découvert son histoire à travers les 6 premiers épisodes. Et cet ultime épisode est tout particulier puisqu'il s'agit du type top. C'est un jeu de questions-réponses où j'ai préparé mes questions et elles seront posées aléatoirement à Jean-François. Nous sommes sur un terrain plus intime, plus personnel, où Jean-François va nous révéler tous ses secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors moi, je vais te proposer un petit jeu. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 35. 4. Qu'est-ce que tu préférerais changer chez toi dans le domaine professionnel? Rien, parce que mes défauts, la paresse, sont bien exploités. J'exploite mes défauts, j'ai peu de qualité, alors j'ai eu une chance toujours d'avoir des collaborateurs meilleurs que moi, c'est évident, j'en suis conscient. Hein. J'ai une chance extraordinaire. J'ai une chance que Max Rousseau m'ait fait confiance. J'ai une chance d'avoir eu les collaborateurs que j'ai eus, qui est une chance extraordinaire.
Puis j'ai eu une chance d'avoir découvert le Picard. Mon père était militaire, donc j'ai rendu au Maroc, en Allemagne, partout. Hein, donc je suis rien. Et j'ai découvert ce peuple qui se mûche dans le monde entier. Quand quelqu'un attaque, on se défend. Bon, on se protège dans un château, enfin on se bat. Eux, ils se mûchent. Les mûches, c'est des cavités souterraines. Quand il y a un danger, ils se mettent dans la mûche, et dans la mûche, ils ont mis le bétail, ils ont tout mis, laissé un peu de bétail en surface pour que l'envahisseur ait quoi bouffer, hein, mais ils trouvent rien. Quoi. Et eux, mourir pour des idées, c'est pas leur truc. Oui, c'est pas des, d'accord, mais c'est des bosseurs, c'est des gens qui sont fiables, c'est des gens qui sont fidèles, qui sont travailleurs. Je veux dire, j'ai découvert une race extraordinaire. Ça, c'est une chance aussi d'avoir cette, je sais pas si à Marseille ça aurait marché, mon truc, hein. Ça a marché en Picardie. Alors, j'ai assimilé ça, parce que les gens qui sont dans une mûche, c'est un peu comme des gens qui sont dans une île. Parce que la mûche, l'entrée de la mûche est connue par les adultes, pas des autres villages. Faut pas que les autres villages disent, allez là-bas. Hein, l'entrée est là. Donc, ils sont un peu comme des insulaires. C'est pour ça que les outils japonais, les outils insulaires, marchent bien avec les Picards. Okay. J'ai essayé de lire le Coran. Parce que je crois en rien. Ma culture judéo-chrétienne. Mon père était pratiquant, donc j'étais baptisé, j'ai même été enfant de cœur pour lui faire plaisir. Bon, j'ai jamais accroché. Hein. Mais mon système est quand même judéo-chrétien. Je suis quand même dans un temps prochain comme toi-même, fait pas autrui, quoi. Hein. Culturellement, j'entends clairement. Comment faire gagner de l'argent avec le Coran? Alors, la meilleure religion, alors, Soji Shiba, on était 5-6 dans le monde. Ils nous réunissaient de temps en temps, parce que moi, je suis de culture judéo-chrétienne, catholique. Lisa, qui a 10 000 salariés en Finlande, est protestante. Lui, il est japonais. Il y a Yaziz, qui est turc, avec, je sais pas, combien de milliers de salariés. Il y en a un autre qui est... bref. Et à chacun, il nous disait... de temps en temps, tous les 2 ans, ils nous réunissaient quelque part, puis on philosophait. Et puis un jour, il dit, quelle est la meilleure religion pour faire de l'argent? Et moi, je lui dis, nous, les catholiques, un temps prochain comme toi-même ne fait pas vendre plus cher que ce que j'ai acheté, c'est pas aimer mon prochain comme moi-même, quand même. Donc, on laisse ça aux juifs. Hein. Le japonais, Shiba, nous, Jean-François dit qu'un bon gâteau, c'est un gâteau le bon gâteau, c'est un gâteau que les gens aiment. Pour nous, ça veut rien dire. Un bon gâteau, c'est 30 grammes aussi au kilo. Yazi, je me demande, nous, halal, tout prévu. Donc, quelqu'un qui est pas terrible, l'Indien, oui, c'est le Kapoor, l'Indien. L'Indien dit, nous, c'est pire, parce que quelqu'un qui est pas bien aujourd'hui, c'est qu'il paye les péchés qu'il a fait dans le passé. Donc, on a du mal à le faire sortir de ce truc-là. Et Lisa, la protestante, de dire, nous, on a les élus. Dieu a des élus. Si j'ai réussi, je suis élu. Si je gagne beaucoup d'argent, c'est que je suis élu. Donc, dans notre culture, plus je gagne d'argent, plus je suis élu, plus je suis reconnu par Dieu. Donc, c'est pour ça que Bill Gates dit « make money ». Ouais, c'est ça, « make money »,« have fun ». Prenez du plaisir à faire de l'argent. Mais c'est « make money » d'abord. Hein. Et donc, la meilleure religion pour faire de l'argent, c'est le protestant. Par contre, nous, on est la meilleure religion pour dans le subjectif et l'affectif. Et le management auquel je crois, on est dans le subjectif et l'affectif. On ne travaille pas pour gagner 10, 15, 20 millions. On travaille pour rester dans le village, pour nos enfants. Tu vois, on travaille pour l'amour du client, subjectif affectif. Hein, parce que c'est au nom du subjectif et de l'affectif qu'on fait la guerre. Hitler a pas dit on va en Pologne. Le peuple allemand mérite un espace vital, Lebensraum. L'espace vital, ça veut rien dire, ça veut tout dire. C'est subjectif et affectif. L'espace vital, ça veut rien dire. Or, l'entreprise, c'est pas subjectif et l'affectif. Pas subjectif et l'affectif, ça veut dire que c'est s'abaisser au niveau de l'autre. La structure ne veut pas s'abaisser. Ok. Une dernière question, pareil, entre 1 et 35? Je sais rien, moi, 12. 12. Quel est ton plus grand rêve? Écoute, je vais te faire un aveu. Avec ma femme, on a toujours eu la même philosophie. Le superflu est indispensable, l'indispensable est superflu. Quand une machine lavait tombe en panne, j'ai des trésors de précaution que tu ne peux pas imaginer pour pas changer la machine. Par contre, se payer un voyage autour du monde de 3 semaines en avion, on sait faire. Donc, moi, tous mes rêves, je les satisfais. Alors, j'ai eu des petits rêves de rien du tout. Me construire un avion en bois de Castorama, c'est un petit, puis voler avec mon avion. Aller jusqu'en Corse avec un avion, je me suis construit. Tous mes rêves. Alors, il s'avère que, comme je gagnais beaucoup d'argent pour l'entreprise, mon patron m'a toujours très bien payé. Donc, j'ai une bonne retraite. Hein, mais je fais pas de placement, je joue pas avec l'argent, moi, je fais pas de placement, rien du tout. Hein, donc, j'ai pas de rêve, parce que moi, entre le rêve et la réalité, j'ai eu les moyens, enfin, j'ai jamais rêvé non plus d'avoir un yacht. Mais tu vois, la moto, c'est une passion, j'ai eu une moto, mais j'ai eu une moto pourquoi? Parce que j'ai pas rendu mes motos au fur et à mesure que je les achetais.
Puis mes rêves sont assez simples maintenant. J'approche de 80 ans et pour moi, c'est un peu un traumatisme. J'ai 79 ans là en janvier. 80 ans octogénaire, ouais. Alors, tant que je peux voler, que je peux m'attarder, puis je peux courir un petit peu, je marcher. Alors j'ai un petit pendulaire, j'ai eu d'autogire, j'ai eu tout un tas de trucs pour voler. Tu sais, j'ai fait tout le tour de l'Angleterre en vol. Enfin, j'ai beaucoup volé. Alors, on a fait le monde entier en moto avec ma petite femme. On a fait le Rajasthan, le Pérou, l'Afrique du Sud. Enfin, tu peux pas imaginer. On part toujours en vacances. Hein. Tant que je peux. Mon rêve, c'est que pouvoir durer le plus longtemps possible pour continuer à voler un petit peu. Bon, je ferai plus des grands voyages, hein, mais ne serait-ce qu'aller voler pour dire bonjour aux phoques en baissant, quoi. Tu vois. Tant que je pourrais voler, que je pourrais m'attarder, voilà, mon rêve, c'est que ça dure, quoi. Ok, c'est déjà très bien. Pour moi, la mort fait partie de la vie. Donc, très honnêtement, j'ai pas peur de la mort. Hein. Parce que ça fait partie de la vie. Et puis, à un moment, il faut que ça s'arrête. Hein. Et je suis parfaitement conscient qu'après, il n'y a rien en plus, tu vois. De Gaulle disait, la vieillesse est un naufrage. Alors, je fais 3 quarts d'heure de gymnastique tous les jours. Je fais mes 55 pompes, mes abdominaux. Physiquement, je continue à m'entretenir. Intellectuellement... Physiquement quoi? Je n'ai pas entendu. M'entretien, je fais 3 quarts d'heure de gymnastique tous les jours. Donc, si tu as un conseil à donner en termes aux managers, aux DG, aux DRH qui nous écoutent, c'est de prendre soin de soi, c'est ça? Si j'ai un conseil à leur donner, non, je sais pas conseiller. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais que témoigner. Quand les gens me demandent d'accompagner, je sais pas accompagner. J'ai jamais accompagné, moi. Hein. Moi, je sais qu'il y en a un qui me proposait 5 000 € la journée. Je dis non. Ou alors, tu te casses et tu me laisses ta place. Je fais ton boulot. Mais moi, je peux pas faire ton boulot à ta place. Pose-moi des questions, je te répondrai, quoi. Hein. Du coup, je te la pose autrement. Comment tu prends soin de toi tous les jours? Oui. En m'efforçant, je continue à apprendre par cœur des textes que j'ai jamais appris pour faire travailler mon cerveau et en m'efforçant de faire mes 3 quarts d'heure de gymnastique tous les jours, c'est-à-dire d'essayer de faire durer le corps le plus longtemps possible et la tête, tu verras, en vieillissant, on perd la mémoire immédiate. C'est-à-dire que tu rentres dans une pièce, tu sais plus pourquoi tu es rentré et ça s'arrange pas avec l'âge, ça. Tu perds la mémoire des noms de lieux, par exemple, des choses comme ça. Et donc, c'est faire travailler mon cerveau en permanence. Alors, j'ai la chance d'avoir des gens comme toi et d'avoir quasiment 2 fois par semaine des trucs comme ça, c'est-à-dire qui m'entretiennent intellectuellement, surtout des jeunes. J'assiste. Mon grand bonheur, c'est d'accompagner un thésard jusqu'à ce qu'il ait sa thèse, quoi, si tu veux. C'est un bonheur infini pour moi. Hein. Toujours comme ça Alors, il y a aussi une chose que j'ai découverte grâce à la Covid, c'est les téléconférences. Avant, je n'avais jamais fait. Maintenant, j'en fais, plein de téléconférences. Donc, ça permet. Donc, si tu veux, j'ai cette chance-là d'avoir un réseau qui m'entretient. C'est paradoxal à dire, hein. Et puis voilà, quoi. Puis j'ai la chance d'avoir 3 filles fabueuses qui marchent bien. Tu sais, si tu savais le nombre de parents qui ont été embêtés avec leurs enfants, alors que nos filles ont marché remarquablement bien toutes les deux de leur vie, ou avec leurs petits-enfants, nous, on a ce bonheur-là aussi, d'avoir des petits-enfants brillants. Et des enfants, des petits-enfants brillants, c'est un bonheur infini, ça. Et pour finir, 2 petites questions. Est-ce que tu as une actu spécifique te concernant à nous communiquer? Si on a envie de te voir, t'entendre, tu nous conseilles quoi? Tu me passes un mail et puis c'est tout. Et peut-être faire la publicité de ton livre? Si tu veux, mais enfin, tu sais, c'est pas ce que ça rapporte les livres. Hein. C'est pas non, puis attends, non, oui, si tu veux, oui, bien sûr. Mais non, mais si tu veux, ce livre-là, c'est pour ça que j'ai fait très très court, parce que les gens lisent de moins en moins long. J'essaie de résumer en 200 pages les 1500 pages de mes 4 premiers bouquins. J'essaie d'aller à l'essentiel dans ce bouquin-là. Donc bon, si ça peut aider certaines personnes, bon, je suis très heureux. Hein. Oui, je me doute que c'est pas pour l'argent que tu l'as fait. Non. Une toute dernière question. Pour un prochain épisode de Valeurs agitées, qui est-ce que tu me conseilles de contacter et quelles questions tu auras envie que je lui pose? Alors, Jean-Michel Keguiner. Jean-Michel Keguiner, on s'est rencontrés parce qu'à un moment donné, il y a un ministre de l'Industrie qui était l'ancien patron d'Arcelor. Et ce ministre de l'Industrie avait dit, faites-vous rencontrer quelques patrons atypiques pour voir ce qu'on peut en faire. Et on s'est rencontrés et j'ai découvert Jean-Michel Keguiner. Parce que c'est moi qui m'a posé la loi. On s'était retrouvés à 5, à 4, que je connaissais déjà par ailleurs, c'est Jean-Michel Keguiner. Et j'avais dit, chacun va raconter sa vie, une journée, hein, puisqu'on était 5, ça fera 5 journées, puis après on en discutera sur ce qu'on peut faire du pays. Et Jean-Michel Keguiner, très jeune, a eu un problème de santé assez important, son épouse aussi, et il s'est dit, ma vocation, c'est de redonner la dignité de la vie par le travail à des handicapés. Et il a eu jusqu'à 900 salariés,
fournisseurs du premier rang de l'automobile. Je sais pas si tu vois ce que c'est, toi. Que des gens. Parce que moi, je suis quelqu'un d'altruiste. Je suis profondément convaincu. Mon entreprise, l'entreprise libérée, le nom est porteur. Mais moi, c'est l'entreprise altruiste ou l'entreprise du bon sens. Mais en fait, la finalité, c'était le fric. Non, ça n'a pas été ma finalité. Mais la finalité s'est révélée avec le fric. Hein, ce que retiennent les gens, si tu veux, c'est que c'est une machine à faire du fric. Parce que pas dupe. Hein. À moitié des actions du travail, le cas de l'absentéisme, pas de syndicat, qui est quand même une forme d'harmonie sociale quand même. Hein. C'est pas ça qui intéresse les patrons, c'est 20-25% de cash flow. Hein. Alors que lui, il a fait tout ça juste pour rendre la dignité de la vie à des gens dans handicap. Il est beaucoup plus riche que moi, tu vas voir, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Et du coup, quelle question tu voudrais que je lui pose? Mais il est très catholique, je crois. Il a une foi, lui. Il a une foi. Moi, j'ai fait de l'argent pour le bonheur des ouvriers. Lui, en fait, son but, c'était pas l'argent. C'est de faire le bonheur des handicapés. Et c'est quand même beaucoup plus noble, quand même. Je t'envoie ses coordonnées, tu l'appelles de ma part. En disant, Jean-François, là, est-ce qu'il y a une question que tu n'as jamais osé lui poser ou voilà. Ah non, Jean-Michel, si tu veux, il y a très longtemps que je l'ai recommandé à plein de personnes pour te poser des questions comme ça. Il y a très longtemps que j'ai pas eu de contact avec Jean-Michel. Non, j'ai pas de questions à lui poser. Ça peut être juste comment ça va, hein, ça marche aussi. Hein. Juste comment ça va, tu peux lui demander. Hein. C'est ainsi que s'achève notre 7e épisode et notre série avec Jean-François. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce personnage haut en couleur qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'espère que vous avez capté plein de trucs et astuces pour être plus efficace et plus serein au travail et pour développer vos capacités à manager par la confiance. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec un nouvel invité sur Valeurs Agitées. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.